Alors, ben, merci d'être là. Je suis contente de voir certains gestionnaires là, du réseau ici, puis même des formateurs, formatrices, parce que c'est bon que vous soyez au courant des risques peuvent être présents là, quand on gère un organisme comme le vôtre. Puis, un organisme, ça se découpe en petits secteurs d'activité, hein. Il y a l'administration, il y a les finances, il y a la technologie. Puis, plus petit est l'organisme, bien souvent, le DG porte tous les chapeaux, mais des fois, il est aussi partagé avec certaines formatrices ou formateurs. Donc, c'est bien que vous soyez au rendez-vous. Je veux juste, Pierre, avant de te présenter, je veux juste mettre un peu donner un peu de contexte à cette formation-ci, qui a été en fait demandée par les membres du conseil d'administration de la COFA, parce que je leur présentais des outils de contrôle qu'on a à la COFA. Et puis, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ces outils-là. Certains d'entre vous qui avaient été sur le CA de la COFA, sûrement. Puis c'est des outils que je peux vous envoyer si ça vous intéresse, là, ceux qui ne l'ont pas reçu. Mais c'est des outils qui nous permettent de voir, c'est comme des listes de vérification pour voir qu'est-ce qu'on a en place par rapport à gérer le volet administration, le volet technologie, le volet finance, etc. Alors, c'est bon à avoir. Puis, je suis tombée par hasard ce matin sur un questionnaire de gestion des risques du ministère dont on va vous parler un peu plus tard, mais qui est divisé aussi par secteur d'activité comme ça. Et puis, apparemment, ça a été développé, ce questionnaire-là, en 2012. Ça a été révisé par le réseau en 2013. Je pense que vous avez été évalué dans le passé là-dessus. Mais je pense que ça fait à peu près 3 ans, Renaud disait qu'il n'y a pas eu d'évaluation de risque. Ça accompagne le système là, de gestion de rendement du ministère. Fait que ça serait bien. Là, je vous le montrerai tout à l'heure. Peut-être certains d'entre vous, pour vous, c'est familier. On en parlera un peu plus tard avec Renaud aussi, qui est là depuis longtemps puis qui connaît bien l'outil. Mais c'est aussi pour cette raison-là qu'on a voulu inviter Pierre de Discutus pour venir nous parler de la gestion des risques. Il va en parler de façon générale, là, mais vous allez voir que les thèmes se recoupent certainement. Et puis, dans le descriptif de son atelier, pour commencer les présentations, Pierre, ça dit que trop souvent, on limite la gestion des risques aux finances de l'organisme alors qu'il y en a bien d'autres. Puis vous allez le voir dans son atelier, vous allez pouvoir discuter de l'identification de ces risques d'outils pour les évaluer, les minimiser, puis les processus pour en suivre l'évolution. Alors, je vous présente Pierre Bourbeau, qui est le consultant de Discutus, qui est un collègue d'assez longue date de la COFA, qui a animé des forums, des symposiums, qui a porté toutes sortes de chapeaux à la COFA pour nous. Alors, bienvenue à Pierre. Et puis, Pierre, je te passe la parole. Puis peut-être avant que je te passe la parole, parce qu'il y a des gens, des fois, qui quittent plus tôt. Je veux juste faire certains petits rappels aux gestionnaires. Vous allez recevoir, puis les formateurs aussi, d'ici demain, le formulaire d'inscription pour le forum avec la programmation. La date butoir, c'est le 26 avril. Alors, vous avez peu de temps pour décider et puis vous retourner, mais vous aurez peut-être une petite 2 semaines. Alors, je vous demanderai de porter une attention particulière à ça. On va aussi vous envoyer, je crois que c'est cette semaine, oui, le sondage pour l'évaluation annuelle de la COFA. Alors, cette année, on le fait, on devance un peu les choses parce que moi, je vais pouvoir en faire état des résultats lors de la GA. Je trouve que ça, c'est mieux parce que l'année elle vient de finir, là. Fait que ça va être plus facile pour vous de remplir. Puis on leur travaille encore cette année pour le rendre plus facile à répondre et moins là, fastidieux là, comme exercice. Vous allez aussi recevoir les prix de la COFA. Vous savez, en 2018, on a lancé les prix de la COFA. Là, c'est l'occasion pour nous de les ramener. On attend vos candidatures. Alors, c'est l'occasion de reconnaître vos collègues
et puis de valoriser notre secteur d'activité parce qu'on va en faire la promotion, puis ça s'ajoute comme un fleuron aussi à vos CV puis à vos équipes. Alors, je vous encourage fortement, puis on va vous le rappeler plusieurs fois parce qu'à date, on n'a pas eu de succès à recevoir des candidatures. Et puis aussi, on va sûrement vous solliciter pour voir le nombre d'années d'ancienneté des gens chez vous pour remettre des certificats. Donc, soyez pas surpris de ça. Puis, évidemment, j'ai envoyé mon petit sondage de 3 questions cette semaine sur la capacité organisationnelle. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le compléter. Donc, désolée Pierre, je voulais faire ça avant de te présenter. Là, ça a changé le rythme des choses, mais je me suis dit, c'est aussi bien de le faire tout de suite. Alors, Pierre, à toi la parole pour nous parler de gestion des risques. Excellent. Bien, merci Gabriel et bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être ici avec vous toutes d'abord, puis après ça, je vais vous dire tous parce que là, c'est très majoritairement féminin aujourd'hui à cette rencontre-là. Je vais vous dire d'emblée que je ne partirai pas là sur une slab de 90 minutes de présentation. Pour ceux qui connaissent l'approche Discitus, oui, on veut transmettre ce qu'on appelle des concepts, des connaissances, un peu de théorie, mais assez rapidement, on va aussi vouloir vous ramener vers des outils pratiques, de commencer à ce que vous fassiez vous-même une certaine réflexion. Et comme c'est une communauté de partage, l'autre partie qui va être certainement très importante, c'est selon vos témoignages et selon vos expériences, qu'on puisse aussi profiter de vos propres expériences et de vos propres perceptions. Donc, je dirais, j'en ai peut-être à peu près là, pour une bonne quarantaine de minutes avec vos questions, 40-45 minutes, pour qu'après ça, on s'assure qu'on a un bon 40 minutes d'échange entre nous et de discussion. Donc, de ce pas, je vais partager mon écran. Je n'ai pas pensé de regarder si je pouvais le faire, mais je présume que oui. Ça a l'air de fonctionner. Donc, on y va avec la présentation PowerPoint. Donc, comme ça a été dit, on parle aujourd'hui de gestion de risque. Ce qu'on va parler aujourd'hui, il faut quand même rappeler un peu des fois qu'est-ce que c'est qu'une OSBL, parce que l'OSBL amène quand même en soi des risques qui lui sont propres. On va parler de qu'est-ce que c'est que de la gestion de risque en OSBL. Et ensuite, on va parler de la gestion de risque comme telle. C'est-à-dire, c'est quoi la gestion de risque? C'est quoi l'importance de faire une bonne gestion de risque pour nos organisations? Quels seraient les différents rôles, notamment du conseil d'administration et des employés? Les risques typiques, on va en parler. Et ensuite, on va parler des étapes essentielles. Donc, c'est ce qui est au programme aujourd'hui. Donc, question d'ouverture, qu'est-ce qui rendrait cette séance utile pour vous? Je vous donne le temps d'y penser pendant 30 secondes. Puis après ça, on va faire vite un tour de table pour que vous puissiez en 15 secondes vous présenter et nous dire qu'est-ce qui ferait de cette séance, qu'est-ce qui rendrait cette séance utile. Donc, comme là, je ne vous vois pas tous et toutes et je ne veux pas faire d'erreur, je vais vous laisser y aller là, selon vos états d'âme et selon votre volontarisme. Donc, aussitôt que vous êtes prêts à vous présenter et à nous dire qu'est-ce qui rendrait cette séance utile, je vous laisse vous exprimer. OK, Linda Garand-Dufour, directrice au Centre de formation pour adultes de Kirkland Lake. Et je veux tout simplement, rafraîchissement, me remettre à jour avec la gestion des risques. Merci. Prochaine personne? Jacqueline Gauthier. Allô? Oui. Jacqueline Gauthier, Centre Fora. Je vais voir si j'ai échappé quelque chose. Parfait. Doua, tu vas lever la main. Doua Bakruti, formatrice à la FAD, à la COFA. Donc, j'aimerais avoir une idée à la fin de cette séance, avoir une idée sur comment gérer les risques, hein, comment on peut minimiser les risques, pouvoir les gérer, encourir des risques, si je peux dire calculés, c'est ça. Parfait. Merci. Il y a France et Linda qui ont levé la main. France.
Oui, France Martineau, directrice du Centre de formation pour adultes de Greenstone à Geraldton. Oui, moi, ce serait de me rafraîchir pour faire certain que je n'ai pas oublié quelque chose. Avec qu'est-ce qui s'en vient, là, qu'on doit finaliser les OSB là, en 2024. Ça, j'imagine que c'est inclus dans les choses pour nos organismes. Alors, je vais faire certain que je suis en règle sur toutes les formes. Ah, c'est quoi des OSB? Non, c'est moi, j'ai manqué une lettre. Il manquait le L. Ah, OK, super. Je me suis dit, tu sais, le ministère a tellement d'acronymes, je me suis dit, celle-là, je l'ai manquée. Non, parce que, excuse-moi. J'ai manqué le L. C'est beau. Faut que je fasse une farce ici parce qu'un organisme sans but, ça, c'est un peu difficile. Linda, c'est à toi. Bonjour, moi je suis directrice générale du Carrefour de formation pour adultes et c'est à peu près comme tout le monde, c'est pour me rafraîchir parce que ça fait, je crois, 3 ans, 4 ans qu'on avait rempli le rapport d'évaluation des risques. Alors, je vais faire certain que je ne suis pas dans le red flag. Parfait, merci. Serge. Moi, c'est Serge Charles, coordonnateur du Centre de formation du Grand Sudbury. Moi aussi, je suis ici pour rafraîchir mes connaissances. Okay, merci. Joanne. Joanne McCarthy, formatrice au Carrefour de formation pour adultes. Moi, je suis ici pour apprendre, puis écouter les conseils, puis pouvoir apporter des idées. Merci, Joanne. Gabrielle. Ben, moi, je suis contente d'entendre que vous êtes là, puis vous avez le goût de vous rafraîchir là-dessus, parce que je me dis, ça fait quoi, 3 ans, Linda, tu disais qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Renaud semblait dire la même chose. Fait que ça va sûrement revenir bientôt. Fait que ça va être le fun que vous soyez prêts. Merci. Parfait. Il y a d'autres personnes qui ne se sont pas exprimées, là. C'est à votre tour. Oui, j'ai Gabriel. Oups, pas Gabriel. J'ai. Ah, excusez. Qui d'autre il veut y aller? Je suis sûr qu'il n'y a pas 14 personnes qui ont parlé, là. Je ne peux pas vous tordre un bras non plus. Je vais essayer quand même. Marie-France. Es-tu là, Marie-France? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Alors, moi, généralement, j'observe et puis j'apprends. Alors, qu'est-ce que cette séance va m'apporter? J'attends beaucoup, surtout qu'on parle d'après-pandémie et autres. J'attends. Je vais être assistée comme tous les autres et puis j'apprendrai certainement. Parfait. Merci. Merci, Marie-France. D'autres personnes? Je suis pas sûr. Est-ce que Jacqueline, tu as fait ton tour? Jacqueline, as-tu parlé? Oui. Parfait. Francesca? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ben là, moi, je suis plus observatrice pendant cette séance et j'ai hâte d'assimiler tout ce que je peux pour faire une idée du sujet. Merci, Francesca. Benita, je crois que tu n'as pas parlé. Suis-je correct? Oui, moi aussi, je suis là comme l'a dit Doha, pour avoir une idée ce que c'est que la gestion des risques. Bref, pour apprendre. Okay. Excellent. Yasmine? Oui, moi aussi, je suis là, comme elle a dit, Benita et Doha, pour apprendre et pour prendre une idée comment gérer les risques. Parfait. Excellent. Ouais. Merci. Linda, tu as parlé, toi, n'est-ce pas? Oui. Excellent. Mais là, je pense que tout le monde. J'espère qu'il n'y a personne. Et si jamais on a oublié une personne, on pourra en revenir, mais là, je pense que tout le monde a fait son tour. Ça va? Parfait. C'est enregistré et on passe à la prochaine. Donc, qu'est-ce qu'une OSBL? Bien, juste à se rappeler, on a utilisé les 2 acronymes parce que c'est souvent un organisme sans but lucratif ou un organisme à but non lucratif.
Il y en a qui contestent le OBNL, à but non lucratif, en disant que c'est trop une traduction, ce serait un acronyme. C'est pour ça qu'on voit plus souvent un OSBL, donc un organisme sans but lucratif. Donc, c'est un organisme privé, une organisation privée sans capital action. C'est juste pour faire bien attention. Un OSBL, contrairement à ce que des gens pensent, il y a des gens qui pensent que c'est comme une agence publique. Eh bien non, c'est bel et bien une organisation privée, ce qui veut dire que, excuse-moi, Linda, est-ce qu'on t'a oublié, t'as la main levée? Non, vous ne m'avez pas oublié, c'est parce que je viens de trouver le rapport. La dernière fois qu'on avait rempli le gros sondage, c'était novembre 2016. Pour la gestion de risque? Oui. Oh là là, OK. Oui, ça fait qu'on est dû, hein? Ben, ça fait 7 ans, c'est marqué de 3 ou 5 ans. Fait que oui, vous êtes dû, effectivement. Donc, c'est juste pour vous rappeler que vous êtes une organisation privée. Fait que des fois, on veut être plus transparent que la transparence. Puis, ce n'est pas le cas. Une organisation qui veille au bien-être de sa communauté, à l'amélioration d'infrastructures locales, des loisirs ou divertissements et à l'amélioration des conditions de vie. C'est pas, je voulais pas être exhaustif, mais très souvent, un organisme sans but lucratif, on le voit comme une organisation qui est là pour des fins sociales. Donc, on est là pour améliorer et avoir un impact positif sur la société ou sa communauté. C'est une organisation qui exerce ses activités dans divers domaines. Donc, là aussi, on en a nommé plusieurs. Ça se peut bien qu'on en a oublié, mais c'est juste pour vous dire que là, les organismes sans but lucratif, il y en a des milliers au Canada. C'est une organisation qui n'émet pas d'action et qui ne peut pas payer de dividendes à ses propriétaires. Et ça, c'est probablement le caractère le plus propre d'un organisme sans but lucratif. C'est-à-dire que si une organisation sans but lucratif fait des profits, ce qui est légal, je le répète, il y a plusieurs personnes qui, à tort, pensent qu'un organisme sans but lucratif ne peut pas faire de profit. Il peut faire des profits en autant que les profits sont réinvestis dans les services et activités de l'organisation ou que les profits sont réinvestis à des fins très, très précises, amélioration locative, achat d'un immeuble ou des choses comme ça. La seule chose que l'organisme ne peut pas faire en tant qu'organisation privée, et c'est ce qui le différencie d'une entreprise privée, c'est que les actionnaires ou les membres, par les profits, ne peuvent pas se mettre de l'argent dans les poches. Elle peut s'activer dans toute activité sociale ou commerciale de son choix en lien avec les objectifs cités dans ces documents constituants. Donc, effectivement, très souvent, les activités même commerciales peuvent être en lien avec les fins. C'est à tout le moins que si vous faites des profits par une activité de collecte de fonds, c'est parce que les fonds vont être investis pour améliorer vos services et vos activités. Est-ce qu'il y a des réactions, des crises d'urticaire à cette première diapo? Ça va? C'est là. La gestion de risque en OSBL. C'est la capacité des dirigeants et des administrateurs. Donc là, ici, je fais attention à ce qui est marqué. C'est parce qu'avant, on avait la loi, avait été un peu traduit de l'anglais. Fait que en anglais, ce qu'on appelle les officers, donc les officiers, on avait aussi ce vocabulaire qu'on avait adopté en français. Ce sont les présidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers. Et dans la nouvelle loi des OSBL de 2010, le mot officier a été remplacé par dirigeant. Donc, avant d'être un dirigeant, il faut être un administrateur. Et ensuite, on devient dirigeant. Puis là, les dirigeants, ça fait encore allusion à président, vice-président, secrétaire, trésorier. Et imaginez-vous que maintenant, selon la loi de 2010, les directions générales sont des dirigeants. Des dirigeants qui ne sont pas élus et qui n'ont pas de droit de vote au conseil d'administration. Essentiellement, donc, les dirigeants administrateurs d'identifier les risques administratifs, financiers et organisationnels qui guettent la saine gestion et la pérennité de l'organisation. Donc, se maintenir en vigilance sur les enjeux qui menacent la stabilité
la croissance de l'organisation et même, on pourrait dire ici, de s'assurer qu'on va vers la pérennité de l'organisation. Donc, c'est ultimement de pouvoir pallier aux éventualités qui pourraient menacer l'existence même de l'organisation. La gestion de risque permet de répondre à ceci. Qu'est-ce qui menace le succès de l'organisme? Qu'est-ce qui peut mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui peut mettre en péril la pérennité de l'organisme? Et surtout, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, que peut-on en faire? Donc, excusez, il manque un mot aussi. C'est donc trouver des solutions et d'établir des plans d'atténuation. Là, je suis bien désolé qu'il manque ce mot-là. Donc, solutions et plans d'atténuation. Donc, on se pose des questions importantes. Qu'est-ce qui nous menace? Qu'est-ce qui peut nous mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui peut nous mettre en péril? Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite qu'on a identifié ces situations-là? Pourquoi la gestion des risques est-elle importante pour un organisme sans but lucratif? C'est parce que cela demande une diligence. Et là, ici, j'ai mis entre parenthèses soins et professionnalisme. Parce qu'il y a différentes définitions du mot diligence. Très souvent, la diligence, on le voit comme étant quelque chose qui a été efficace et qui a été rapide. Mais quand on parle de diligence liée à des compétences, c'est parce qu'on fait les choses avec professionnalisme et on fait les choses avec soin. Donc, un organisme qui se pose des questions pertinentes par rapport à la gestion de risque, il démontre de vouloir exercer la diligence. C'est aussi important parce que nous sommes mandatés par les membres de l'organisation d'assurer la saine gestion de l'organisation. Et quand je dis « nous sommes mandatés », le « nous », ça inclut le conseil d'administration ainsi que le personnel. Puis essentiellement, la gestion des risques aide à assurer la pérennité de l'organisation. Pourquoi encore que la gestion de risque est-elle importante pour le conseil d'administration? C'est pour assurer la viabilité de l'organisme. On peut prouver la robustesse des plans de gestion parce que, effectivement, les solutions que l'on identifie dans des plans d'atténuation, ça sera évitable que les gestes qu'on va poser là vont se retrouver dans les plans de gestion. C'est pour être capable de parer aux éventualités. Donc, ce que vous voyez en bas ici, je répète les mots, être dans un mode de rétroactivité et non pas d'être dans un mode de proactivité. C'est pour assurer une saine gouvernance en démontrant une diligence raisonnable. Diligence raisonnable ici, c'est-à-dire que diligence, elle ne doit pas être extrême, parce qu'une diligence extrême, c'est quelque chose qui devient un peu pervers pour un organisme, dans le sens que si on devient trop d'extrémistes, on peut venir en sorte qu'on va même scléroser l'organisation parce qu'il ne sera plus capable d'opérer à quel point on veut éviter d'avoir des troubles. Fait qu'il faut dire quand même que le risque zéro n'existe pas. Et à cause que le risque zéro n'existe pas, on s'en va dans ce qu'on appelle la diligence raisonnable, c'est-à-dire qu'on a quand même une assez bonne assurance qu'on a prévu le plus possible les mauvais coups qui pourraient nous arriver. Et c'est pour éviter que le conseil d'administration hérite des risques et des conséquences qui sont mal gérées, donc d'être en mode rétroactivité versus être en proactivité. Parce qu'effectivement, on est souvent dans une énergie de legs à un prochain conseil d'administration et on veut s'assurer qu'on lègue au prochain conseil et que lorsqu'on est en redevabilité envers les membres, que l'organisation est en bonne et due forme. Donc là, au niveau de la gouvernance, il peut y avoir plusieurs rôles qui vont être faits. Pour ceux qui connaissent Discitus, vous savez que nous, on propose qu'un conseil d'administration, normalement, se forme
3 comités qui vont venir l'appuyer dans son travail. Un premier comité, c'est le rôle du comité de gouvernance, de fonctionnement et de conformité en gestion de risque. Le plus grand rôle de ce comité-là, lorsqu'on parle de gestion de risque, c'est d'établir une politique de gestion de risque. Donc, c'est-à-dire les domaines dans lesquels on va vouloir identifier des risques, d'avoir probablement une espèce d'échelle qui va nous permettre d'évaluer quelle est la valeur de ce risque, d'identifier des solutions et d'avoir un plan d'atténuation. Et possiblement aussi que la gestion de risque soit revue. Vous allez voir, nous autres, on propose que les risques soient revus 2 fois par année. Je pense que ça, c'est de faire de la diligence raisonnable. Il est quand même très bien de le faire 1 fois par année, mais certainement de juste revoir le tableau des risques et de voir où est-ce qu'on en est à tous les 6 mois. Je pense que ça, c'est encore plus d'être dans une dynamique de diligence raisonnable. Ainsi, le comité de gouvernance, de fonctionnement et de conformité en gestion de risque va collaborer avec les autres comités du conseil d'administration, notamment celui des finances, parce qu'on le sait, Gabriel l'a mentionné en entrée, on a l'impression souvent que la gestion de risque, c'est seulement financier, ce ne l'est pas, mais certainement les finances, c'est un des domaines dans lesquels il y a beaucoup de risques, et l'encadrement de la direction générale. Donc là, vous voyez, ça c'est le trio des comités qu'on suggère qu'ils soient formés, soit le comité de gouvernance, le comité des finances et le comité d'encadrement de la direction générale. Et c'est pas anodin que le comité d'encadrement de la direction générale soit là, parce qu'un organisme qui ne voit pas à faire l'évaluation régulière de sa direction générale, c'est un organisme qui éventuellement peut être dans le trou. Et tout ça, c'est pour identifier les risques et évaluer la probabilité et la gravité de ces risques, puis voir au besoin à l'élaboration des plans d'atténuation des risques. On dit voir au besoin, parce que normalement, si vous gérez un organisme dans lequel il y a des employés, certainement l'élaboration des plans d'atténuation pourront vous être proposés par des employés. Donc, c'est pour ça que c'est de voir au besoin, parce qu'à ce moment-là, au lieu que ce soit, si vous êtes un conseil d'administration qui gère une toute petite organisation qui n'a pas d'employés ou qui en a juste un ou une, il est possible que les comités soient obligés de se mettre un peu plus, comme on appelle, les mains à la pâte dans l'élaboration des plans d'atténuation, mais pour des organismes qui ont des employés, c'est un travail de base qui pourront être fait par eux et elles. De son côté, le rôle du comité de finances, d'audit, de vérification et du CA en gestion de risque, c'est le suivant. Là, ici, tous les noms, là, il y a une importance. Comité de finances, parce que c'est un comité qui voit régulièrement et qui surveille les finances. D'audit, parce que c'est souvent le comité qui va travailler avec une firme externe pour s'assurer qu'il y ait un audit annuel qui soit fait. Vérification, c'est une autre chose, parce que dans un audit, vous le savez très bien, les compagnies comptables ne font qu'un survol très, très général. Ils vont aller piger, ils vont faire des vérifications un peu aléatoires. Mais il est possible pour une organisation de demander à une firme comptable de faire des vérifications beaucoup plus précises sur certains points. Il est sûr que ça va amener des dépenses supplémentaires, mais il est possible de demander à une firme comptable de faire quelques vérifications plus précises. Donc, c'est pour ça que dans le titre du comité, on trouve finance, audit et vérification. Donc, le rôle du comité sera probablement de proposer la politique ou les politiques en contrôle financier d'audit et de vérification. Il y a certains organismes qui vont sur ce qu'on appelle une méga politique. Il y en a d'autres qui vont préférer développer plusieurs politiques avec des thématiques plus précises. De collaborer avec la gestion pour identifier les risques, en évaluer la probabilité et la gravité, et voir au besoin l'élaboration de plans d'atténuation des risques. Donc, comme c'est un comité qui se spécialise en intervention au niveau des finances, il pourra aussi faire des plans d'atténuation de risques.
Le rôle du comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale sera aussi de proposer une politique ou un processus d'évaluation de la direction générale ainsi que des moyens de compensation. Donc, c'est de déterminer selon ce que vous souhaitez, est-ce qu'on veut faire une évaluation annuelle, une évaluation aux 2 ans? Est-ce qu'on veut opter pour un processus 360 ou est-ce qu'on veut opter plus sur un processus qui va aller chercher des données qui proviennent de sondages de satisfaction, sondages de climat de travail, l'état des finances pour démontrer où est-ce qu'on en est par rapport à la situation financière? Et est-ce qu'on va vouloir aussi aller chercher les rapports de la direction générale qui, normalement, démontrent par son narratif de quelle façon vous progressez vers l'atteinte des résultats. Donc, ça, c'est toute une politique qui pourra proposer le processus d'évaluation. Proposer une politique aussi, en deuxième point, un processus de relève pour le poste de la direction générale. C'est essentiel d'être capable de pouvoir prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'un départ de la direction générale. Je vous donne des exemples. Pour des organismes qui ont plusieurs employés, mettons 20 et plus, peut-être même 10 et plus, on peut souhaiter d'avoir ce qu'on appelle un processus de relève interne. Donc, dans une politique de relève, on peut peut-être vouloir prévoir, anticiper, de préparer quelqu'un à l'interne qui a l'intérêt et les compétences pour venir prendre la position de la direction générale. Ou bien, ça sera tout simplement une politique qui dira qu'on peut solliciter des candidatures qui proviendront de l'interne autant que de l'externe. Et voir au besoin l'élaboration de plans d'atténuation des risques. Donc, selon les risques qui seront vus par rapport à la direction générale, d'avoir des plans d'atténuation. Et ensuite, la direction générale devra aussi participer à tout cela parce qu'il y a certainement toute la question de ressources humaines qu'on n'a pas touché parce que normalement, la question des ressources humaines, il est possible que votre organisme a ce qu'on appelle une politique méga en ressources humaines qui va sûrement dire à la direction générale quelles sont les attentes, les principes que vous voulez que la direction générale respecte lorsqu'elle fera l'embauche et l'encadrement des ressources humaines. Mais là, c'est sûr que pour ce qui est de toute rétention, pour ce qui est de recrutement, ceci implique davantage la direction générale puisque normalement, le seul employé d'un conseil d'administration, c'est la direction générale et que la direction générale est responsable de tous les autres employés. Donc là, il va falloir aussi que la direction générale s'y mette pour être capable d'identifier les obstacles qu'il pourrait y avoir au niveau opérationnel et qu'il pourrait y avoir au niveau des ressources humaines, de pouvoir à ce moment-là prendre des décisions qui vont être prises de manière informée, de démontrer qu'il y a une rigueur auprès des bailleurs de fonds. Et vous en avez l'exemple, on va voir tantôt, le fameux questionnaire que le ministère vous demande de remplir à tous les 3 et 5 ans. Ensuite, de rester à l'écart des pièges qui empêchent l'atteinte de certains objectifs. La succession est critique à la pérennité. Donc là, ici, c'est d'être capable de voir, c'est sûr pour un plus petit organisme, la préoccupation de succession va se loger pratiquement uniquement au niveau de la direction générale, tandis que pour des plus gros organismes, la succession pourra aussi s'adresser ou être vue comme étant importante aussi pour la direction générale, mais peut-être pour des postes de direction de secteur ou des postes de gestionnaire. Donc, encore là, d'avoir des bonnes pratiques pour être capable d'assurer la pérennité à certains niveaux de postes de gestion. Gabrielle, tu as une question. Oui, merci. Je veux juste ajouter un commentaire. Vous allez voir que lors du forum annuel, il va y avoir un atelier, en fait, donné par Pierre sur les plans de succession. Puis je trouve que c'est super important parce que
plusieurs de nos DG dans le réseau arrivent proches de la retraite et puis il faut s'assurer de la suite, qu'on ait un réseau qui continue d'être fort puis que tous les efforts que vous avez mis à monter vos organismes, que ça soit pas perdu puis qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'assurer la relève. Donc, j'espère que vous participerez donc à cet atelier au forum. Voilà, c'était mon petit commentaire éditorial. Parfait. Merci à Gabriel. Bon, maintenant, on tombe dans les exemples de risques. Ce n'est absolument pas exhaustif, mais quand même, on a fait quelques choix là-dedans pour être capable de vous démontrer que normalement, il y a à peu près 6 sortes de risques. Et ce qui est merveilleux, c'est les risques que nous avions identifiés sont pratiquement identiques à ceux que le ministère vous suggère d'identifier. Donc, il y a certainement maintenant, c'est un risque, le recrutement de personnel compétent. À cause de la situation actuelle dans le marché, que le taux de chômage est très, très bas et que les organismes sans but lucratif font quand même compétition avec d'autres secteurs, le recrutement du personnel compétent devient un peu plus difficile. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé dernièrement avec un organisme ici à Ottawa et pour être capable de recruter une personne compétente dans un domaine assez particulier, il a fallu que le poste soit réouvert et réaffiché 4 fois. Donc, des fois, il faut penser que faire un recrutement d'une personne compétente de ce temps-ci peut prendre un peu plus de temps qu'on le voudrait. Donc là, il y a la question, d'être capable d'aller chercher la personne que l'on souhaite. Et deuxièmement, il se peut que ça prenne plus de temps qu'on avait prévu. Donc, il faut être capable de voir qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là qu'on n'a personne en poste. Ou bien, il va falloir de plus en plus demander aux gens, lorsqu'ils veulent quitter un poste, d'être un peu plus exigeants que le fameux minimum de 2 semaines qu'il y a dans la loi. Ensuite, il y a la rétention du personnel. Ça aussi, c'est une problématique très généralisée auprès des organismes sans but lucratif parce qu'on a de la difficulté à offrir des avantages et des conditions d'emploi aussi intéressantes que dans l'entreprise privée et au niveau gouvernemental. On le sait souvent, on le dit, nous sommes des pépinières pour les gouvernements, c'est-à-dire qu'on forme du monde, puis après ça, les gens s'en vont travailler pour le gouvernement. Ensuite, il y a toute la question de mauvais usage des médias sociaux, donc un risque opérationnel. Donc là, encore une fois, il faut y penser sur les médias sociaux, donc des gens qui pourraient, non pas par mauvaise intention nécessairement, mais qui pourraient faire valoir des opinions personnelles sur des enjeux sociaux et qui pourraient peut-être venir en contradiction avec les valeurs et les missions de l'organisme. Donc ça peut, de temps en temps, ça peut créer quelques problèmes parce que même si la personne utilise des médias personnels, mais les personnes ne font pas nécessairement la différenciation entre la personne, ce qu'elle est, et le poste qu'elle occupe. Il y a aussi tout l'aspect de mauvaise gouvernance, manque de surveillance, donc au niveau de risque organisationnel. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la diligence raisonnable. Donc, c'est de s'assurer que le conseil d'administration ne soit pas seulement dans une énergie de ce qu'on appelle de rubber stamping, mais que vraiment, le conseil d'administration, demande les rapports nécessaires pour lui prouver que les choses vont comme prévu, et deuxièmement, de pouvoir poser des questions, non pas pour piéger les personnes qui ont préparé les rapports, mais tout simplement pour s'assurer que les rapports sont clairs. Il pourrait aussi y avoir comme risque pauvre connaissance des obligations légales et celles des bailleurs de fonds. Donc là, ça, c'est un risque juridique et risque financier. Pourquoi risque financier? Parce que, juridique, vous le savez, c'est parce que si vous ne respectez pas vos obligations légales, vous prêtez flanc à des poursuites.
Et risque financier, c'est que si vous ne respectez pas les obligations des bailleurs de fonds, bien, il se peut que vous soyez obligé soit de retourner une partie de votre financement ou que vous n'aurez pas le financement requis ou qui avait été prévu, planifié au départ. Il y aurait aussi des contrôles financiers. Et là aussi, il faut avoir une bonne balance. Il peut y avoir des contrôles financiers qui sont trop permissifs. C'est-à-dire, c'est tellement une passoire que tout peut passer, puis effectivement, on peut prêter flanc à faciliter la mauvaise utilisation de nos ressources financières. Et à l'inverse, on peut être trop restreignant. Donc ça, on est dans les risques financiers trop restreignants. Je vais sans nommer l'organisme. Dernièrement, il y a un directeur général qui me dit, imagine-toi donc, Pierre, pour une dépense de 1,45, il faut que j'aille chercher l'approbation de mon président. Fait que ça, c'est juste pour démontrer que à l'occasion, on va beaucoup trop dans de restrictions pour s'assurer que on veut tomber dans ce qu'on appelle l'assurance 100% que tout est dépensé comme prévu. Alors là, on tombe dans ce qu'on appelle un peu manquer de confiance et tout. Donc, c'est une juste balance dans les contrôles financiers. Et ça, bien, il y a des firmes comptables qui peuvent vous offrir de revérifier vos politiques de contrôle financier et vous donner un avis. Perte de subventions récurrentes, risque opérationnel. Il se peut que par un changement de gouvernement, une situation financière difficile de gouvernement, que des programmes soient annulés. Et à ce moment-là, bien, on perd ce qu'on appelle les subventions récurrentes. Et là, ça devient un risque opérationnel. Donc, est-ce qu'on a prévu ça? Est-ce qu'on est capable de faire des ajustements nécessaires pour éviter de tomber dans un déficit perpétuel qui viendrait mettre en cause la pérennité de l'organisation? Ou bien est-ce qu'on s'est monté un fonds pour éventualité qui nous permettra de faire face à des situations pour une période de 6 à 8 mois, qui nous permettra possiblement d'identifier d'autres solutions. Il peut aussi y avoir, ne pas avoir les assurances nécessaires. Fait que là, on tombe aussi ici dans les risques juridiques et financiers. Donc, avoir les assurances nécessaires, habituellement, tout organisme devrait au minimum avoir 2 assurances différentes. Une assurance responsabilité, parce que très souvent, nous sommes dans la livraison de services, nous sommes dans la livraison d'activités. Donc, les gens physiquement se déplacent, viennent dans nos lieux physiques, vous assurer que nos lieux physiques sont sécuritaires et de s'assurer que si, pour X raison, il se produit un accident dans les lieux de l'organisation, mais que nous avons les assurances nécessaires. Et ensuite, il y a les assurances pour couvrir le conseil d'administration, qui va faire que si jamais quelqu'un voudrait démontrer que le conseil d'administration n'a pas pratiqué la diligence raisonnable, qui a pris des décisions qui n'avaient pas de bon sens, et que là, quelqu'un décide de poursuivre l'entité et individuellement les membres du conseil d'administration, donc les administrateurs, il faut s'assurer d'avoir les assurances nécessaires. Le réseau informatique est bien sécurisé. Donc, là, ici, on est dans un risque de technologie. Si vous fonctionnez en réseau informatique, il faut s'assurer que si vous y logez là des données confidentielles de vos clients, il faut s'assurer que ces données-là sont très bien sécurisées. Et il faut aussi s'assurer que vos propres dossiers à vous, comme organisation, soient bien sécurisés et que vous en contrôlez bien l'accès. Donc, si ça c'est mal fait, vous vous exposez à des risques juridiques. Risque TI, dans le sens, il faut s'assurer aussi que vous avez des backups, que le réseau fonctionne bien, que vous avez un serveur, qu'effectivement, il y a des doubles des données qui sont faites. Et à l'inverse, si vous n'avez pas de réseau informatique, et que vous êtes un organisme qui fonctionne encore avec des portables individuels sur lesquels se trouvent les dossiers, mais là aussi, il y a le risque de perdre des données et de perdre des dossiers si cet ordinateur-là vient qu'à faire défaut.
Finalement, il y en aurait bien d'autres, comme par exemple, on vient de passer à travers une pandémie. Il peut y avoir des catastrophes naturelles. Et qu'encore là, pandémie, catastrophe naturelle, c'est encore là d'être capable de s'organiser comme vous avez si bien su le faire, c'est-à-dire de se mettre en mode virtuel pour être capable de livrer nos services. Fait que là, encore là, c'est de toujours se poser des questions. Est-ce qu'on a l'infrastructure nécessaire qui va faire que si on doit faire en sorte que nos employés travaillent en télétravail, en mode virtuel, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Et vous avez aussi une autre panoplie de questionnaires du ministère. J'ai fait le lien ici, juste pour vous le montrer. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne? Il est en train d'aller chercher sur mon serveur. Oui, ça sent bien. Là, voilà. Je vais l'agrandir parce que je suis à peu près certain que vous ne pouvez pas lire grand-chose. Voilà. Ça, c'est le fameux questionnaire que tantôt, Linda, je pense que tu disais que ça faisait depuis 2016 que vous ne l'avez pas rempli. Fait que vous voyez que les titres sont très similaires. Vous avez ici des risques organisationnels et liés à la gouvernance. Fait que là, vous avez au moins, vous avez au moins 6 questions. Je prends la première. La composition du conseil du fournisseur ou sa structure de gouvernance sont-elles conformes à ses statuts constitutifs ou à ses lettres patentes? Là, la réponse, oui, notre conseil d'administration est composé de 10 administrateurs en conformité avec l'article 3.11 de nos statuts de règlement. Donc ça, c'est une question, voici la réponse. Fait que là, vous avez, et là, pourquoi tantôt je disais, regardez ici, risques organisationnels et gouvernance. Vous avez des risques opérationnels liés à la prestation de services. Donc là, on se pose la question, est-ce que vous avez comme fournisseur, entre autres, respecté vos engagements en vertu de votre entente? Est-ce que vous utilisez des méthodes efficaces pour évaluer, surveiller, intégrer et communiquer au ministère des résultats? Est-ce qu'il existe des exemples documentés de problèmes non réglés? Le fournisseur de services a exprimé des préoccupations quant à la santé et à la sécurité de ses employés. Il y a un plan de continuité des activités. Là, vous avez différentes questions qui touchent l'aspect opérationnel lié à la prestation de services. En troisième lieu, là, ici, on parle de risques financiers. Donc, encore une fois, est-ce qu'on fait faire un examen, est-ce qu'on a un rapport de vérification qui est fait par quelqu'un de l'extérieur? Est-ce que vous sont présentés au ministère et dans votre cas, est-ce que c'est présenté à nos membres? Est-ce que vous avez prévu des politiques par rapport à tout l'aspect des contrôles financiers? Là, ici, vous avez encore une autre, 6 questions. Vous avez aussi dimension de risque liée aux personnes et aux ressources humaines. Bon, là, on en a parlé. Risque de n'avoir aucun employé compétent et motivé à qui confier le travail. Est-ce qu'on a des bonnes politiques et des procédures pour nos ressources humaines? Puis est-ce qu'on a prévu des procédures en matière de santé et de sécurité au travail? Puis ensuite, les risques liés aux technologies et à l'information. Donc là, il y a la question d'avoir un plan de sécurité pour votre technologie, donc protection des renseignements, toute la question d'éviter de faire de la divulgation de renseignements personnels et d'empêcher de divulguer des informations non autorisées. Et de s'assurer, est-ce que vous avez un plan pour ne pas devoir interrompre ces services advenant une panne de système ou toute autre perturbation. Et ça, ici, vous avez d'autres questions. Ensuite vient risque juridique lié à la conformité. Et c'est tout. Donc, vous avez ces 6 domaines dans lesquels vous avez à peu près, ça varie entre 6 et 7 questions. Des fois, vous en avez juste une. Gabrielle, commentaire. Oui, c'est encore moi. Petit commentaire éditorial, mais ce que j'ai trouvé intéressant de regarder
le questionnaire, c'est que ça m'a permis de retourner dans l'outil de contrôle, les outils de contrôle que j'ai selon les différents secteurs. Il y a des choses qui se recoupent, mais il y a des choses qui sont pas là. Fait que moi, je vais bonifier certainement les outils de contrôle avec cette liste-là pour s'assurer qu'on est en conformité. Et puis, je vois qu'il y a Renaud qui s'est joint à nous aussi. Fait que Renaud, je ne sais pas si tu veux commenter aussi sur le sujet de l'évaluation qui vient du ministère. Oui, merci. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je sais, je reconnais 3-4 personnes à cette rencontre qui certainement l'ont fait. Mais c'est un peu un choc quand on reçoit ça. Il n'y a pas vraiment d'avertissement, puis on n'a pas énormément de temps pour le remplir. C'est pour ça que j'inviterais tout le monde. Moi, effectivement, justement, ce qu'on est en train de regarder, c'est un ancien d'Alpha Toronto, tout de suite. Ça vaut simplement la peine de le faire, puis de le remplir, puis de le revoir à chaque année. Clairement, ça, c'est celui de 2016-2017. Et je sais, quand je regarde dans mon CAMS, dans FS Connexion, je pense que la dernière évaluation de risque était datée de 2018. Donc, inévitablement, le ministère va commencer à se repencher sur ça. Ils vont nous recontacter, on ne va pas être avertis, puis ils vont, ou bien, et vous le savez, je pense en 2016-2018, quelque chose comme ça, je pense que plus que la majorité des agences, le ministère s'est présenté chez vous. Il a demandé justement de faire le questionnaire avec vous, puis vous voulez avoir les pièces justificatives. Alors, préparez-vous. C'est vraiment, puis préparez-vous à répondre des questions. Où est-ce que ça se trouve? C'est certaines politiques, dans quel manuel, quelles sont les politiques, etc., etc. Ça peut être vraiment inquiétant si vous ne le faites pas à l'avance, vous assurez effectivement que vous êtes préparé. Merci. Merci, Renaud. Alors, donc, on revient à la diapo. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, si vous pensez, les risques se catégoriseraient possiblement dans 6 secteurs. Il y a le secteur des RH, le secteur opérationnel, les risques organisationnels, des risques financiers, des risques liés à la technologie et des risques juridiques. Fait que si vous allez là-dedans, gouvernance, opérationnelle, finance, RH, TI et juridique, je pense que votre base, elle est très, très solide. Donc, les étapes éprouvées de la gestion de risque, c'est de les identifier. Ça, on peut vous suggérer de faire une séance de remue-ménage d'abord entre employés, évaluer et prioriser chaque risque, donc positionner chacun sur la carte de risque en fonction de sa probabilité et de la gravité, et lister les risques en ordre d'importance. Donc, pour faire ça, il y a cette fameuse map-là que moi, j'ai déjà vu, étonnamment, plusieurs organismes sans but lucratif qui l'utilisent déjà. Donc, ça vous donne une idée de où est-ce que vous en seriez avec ce risque-là. Donc, par exemple, parlons, est-ce qu'il y a un risque de départ subi de la direction générale? Donc, si votre direction générale est en poste depuis 5 ans, ses évaluations sont bonnes, elle se dit très heureuse, elle vous a communiqué que ses conditions sont bonnes pour un conseil d'administration, probablement que pour le moment, un départ subi serait assez improbable et que la gravité va toujours rester quand même assez importante, dans le sens que si on a une direction générale qui quitte, ça va toujours rester très important comme gravité. Donc, on est peut-être au niveau du 6 ou on est peut-être au niveau du 3 si vous considérez que le risque est très improbable. Donc, vous pouvez vous servir de cette échelle-là pour être capable de savoir si vous êtes dans la zone de ce qu'on appelle le risque acceptable, ce qui veut dire que définitivement, ça peut être un signe que qu'est-ce que vous avez présentement comme système a juste besoin d'être identifié, d'être indiqué quelque part pour que le conseil d'administration sache que vous contrôlez bien ce risque. Si vous êtes plus dans la zone rouge ici, qui est des risques non acceptables, c'est-à-dire que là, vous êtes rendu que l'organisation est possiblement dans une situation très, très fragile. Donc, si par exemple, le départ d'une direction générale est très probable, si l'importance est 3 et 12,
Ça veut dire que là, c'est un risque qui est très, très fort. Donc là, il faut démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme mesure présentement? Est-ce qu'on a prévu un plan de relève? Est-ce qu'on est prêt dans le sens, est-ce que tout le matériel pour annoncer le poste est prêt à être affiché? Est-ce qu'on a pensé à des scénarios court terme en attendant, par exemple? Est-ce qu'on a pensé à avoir quelqu'un par intérim le temps qu'on puisse trouver quelqu'un qui pourra combler le poste de façon un peu plus permanente? Donc, ce sont le genre de questions que vous pourrez vous poser en fonction du risque, son niveau, sa probabilité, au niveau de qu'est-ce que vous avez déjà en place au sein de votre organisme et aussi au niveau de ce qui devrait être créé. Ensuite, on va déterminer et activer des solutions pour mitiger les risques. Donc, qu'est-ce qu'on va être en action, les assurances, les autres, donc vers quoi on va s'en aller. Compléter le registre. Et là, le registre, je vais vous donner un exemple à la diapo suivante. Surveiller et revoir le registre. Donc, ce qu'on vous suggère comme registre, c'est le suivant. De décrire le risque. Vous pouvez même le catégoriser si vous le voulez, comme par exemple si départ soudain de la direction générale, donc ça serait un risque lié aux ressources humaines. Vous l'indiquez comme risque parce que il se peut que ça soit quelqu'un qui présentement dit « Moi, je suis sur le bord de la retraite, c'est clair que dans un an, je veux m'en aller. » Donc, la probabilité ici, ça peut être 3 ou 4. La gravité, comme je dis, ça va être quand même important. Fait que là, on risque d'être dans le 9 ou dans le 12, donc on est dans le rouge. Donc, red alert, drapeau rouge qui se lève, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, un plan de mesure, un exemple, c'est à l'interne. Est-ce qu'on a prévu former une employée qui pourrait prendre le poste par intérim ou ça s'appelle carrément c'est un plan de relève qui est déjà mis en place depuis plus d'1 an et c'est déjà comme prévu que ce sera cette personne-là qui va prendre la place de la direction générale. Est-ce qu'on a un plan externe, c'est-à-dire préparer des outils de processus de recrutement, donc être prêt à faire une embauche, qu'elle peut être permanente ou elle peut être même intérimaire. Donc, par exemple, Action Positive, présentement à Toronto, ont engagé une direction de façon intérimaire jusqu'à temps qu'ils puissent avoir quelqu'un de façon permanente. Et aussi, centralisation des outils de gestion et reddition de comptes. C'est un très, très bon moment pour vérifier est-ce qu'on est déjà bien branché dans un réseau informatique. Est-ce que nos dossiers importants pour faire la reddition de comptes sont sur ce réseau? Puis est-ce qu'on peut y avoir accès? Parce qu'encore une fois, il y a des organismes encore en 2023 que lorsqu'une direction générale s'en va, ben, les dossiers se retrouvaient sur un ordinateur portable qui lui appartenait ou bien l'organisme n'avait pas d'employés. Les dossiers se retrouvaient répartis sur les dossiers, sur les ordinateurs personnels des administrateurs. Et aussitôt que quelqu'un s'en va, on perd nos données et on perd nos dossiers. Donc, à ce moment-ci, ça devient un très bon moment pour centraliser les outils de gestion et de reddition de comptes. C'est un travail que j'ai dû faire avec parents partenaires en éducation il y a de cela à peu près une bonne dizaine d'années, où est-ce qu'effectivement, avant que tout l'organisme fonctionne bien en réseau et que les dossiers se retrouvaient sur différents ordinateurs, ils ont dû se mettre en réseau et de s'assurer que les dossiers soient mis sur un réseau et qu'on puisse en contrôler l'accès. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, par exemple, il se peut que ça ait déjà été mis en place depuis un certain nombre d'années. Qui en est le responsable? Et finalement, est-ce que ce processus a été révisé dernièrement? Donc, ça donne une bonne idée au conseil d'administration où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Puis avec ce que Renaud vient nous présenter, déjà avec l'obligation que vous avez de remplir ce genre de questionnaire-là pour le ministère, bien, je peux vous dire que si vous pouviez pratiquement faire ce qu'on appelle en bon français un double one, c'est de prendre toute l'information que vous allez fournir au ministère et cette information-là devient effectivement aussi peut rentrer dans votre registre des risques. Et c'est à ce moment-ci que là, j'ai mis dans le chat un lien avec ce registre-là. Si vous cliquez sur le lien,
il devrait y apparaître un message si vous désirez copier ce tableau-là sur votre ordinateur. J'espère que ça fonctionne. Ça vous permettrait d'avoir cet exemple-là. Et là, à ce moment-là, ce que j'aimerais faire comme exercice, c'est que, d'après vous, présentement, peut-être identifier un des risques qui vous préoccupe le plus, de faire ce travail-là de quelle est la probabilité qu'il se présente, quelle en serait la gravité, et d'en mettre une cote. Puis là, je vais, dans le dossier original, là, je vais aller corriger. Je vois que probabilité ici est mal écrit. Ça, je vais aller le corriger. Donc, je vous laisse à peu près une minute chacun ou 2 minutes pour faire ce travail-là, pour qu'on puisse ensuite faire un partage de ces observations. Puis tu nous mets le lien dans le chat, Pierre? Il est déjà là. S'il n'est pas là, je peux le remettre. Ah oui, je viens de le voir, d'accord. Merci. Puis vous me direz, j'espère bien qu'il fonctionne. Comme je vous dis, si vous cliquez dessus, il va apparaître le message d'en faire une copie sur votre ordinateur. Et là, par vous-même, désolé, vous pourrez corriger le type de probabilité pour il y a un T de trop là. C'est peut-être juste moi, Pierre, mais moi, je ne le vois pas dans le chat. Tu ne le vois pas dans le chat? Non, je pense que Jacqueline vient de dire la même chose. Elle ne le voit pas. Non, moi non plus. Ben, il est au début du chat. Il est au début. Ah. Puis quand j'essaie de l'ouvrir, ça me dit « Denied access. You need access. Request access. » Ben, nous, on ne le voit pas même au début. Ah non? Ben non. Je vais aller envoyer un message à Lisiane. Il devrait pouvoir m'aider là-dessus. Mais en attendant, je pense quand même que vous pouvez... je vais juste... Moi, je dois vous laisser parce que dans quelques minutes, j'ai un rendez-vous. D'accord. Merci, France. OK. Merci, c'est intéressant. Je vais réécouter l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée. Toi aussi. Merci. C'est ça. Fait que, entre-temps, on peut peut-être continuer. Oui, effectivement. Moi, je pense que là, ce que je ferai, Gabriel, c'est que je te ferai suivre le gabarit. Puis, oui, puis on l'enverra avec l'enregistrement. C'est ça, exactement. Ça ne nous empêche pas de garder une certaine fluidité ici, puis là, de tomber vraiment en échange puis en partage. Voulez-vous que je repartage le tableau? Oui. Ah, excusez le jeu. Vous allez voir la réponse de Lisiane. Oui. Donc, décrire un risque qui vous préoccupe présentement, d'en évaluer la probabilité, la gravité, donc ça donne une cote. Quelles seraient les actions que vous pourriez prendre par rapport à ce risque? C'est intéressant tout ça parce que je regarde ce que je vous ai envoyé. Et avec COVID et tout, je n'ai pas repensé à ça. Il va falloir que je revoie entièrement tout. Tout remettre en revue. Oui, moi aussi. Puis, tu sais, encore là, je vais juste faire attention. Là, je ne vais pas vous faire des crises d'anxiété. Prenez ça, c'est comme quand quelqu'un dit qu'il faudrait qu'on révise toutes nos politiques. Moi, je vous dirais, commencez par traiter ce que vous trouvez qui est le plus urgent. Et après ça, bien, y aller selon la gravité. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ce qui est nécessaire, c'est de peut-être faire le fameux brainstorming
d'être capable d'identifier les 10, 15, 20 risques peut-être qui sont les plus probables. Et selon la gravité et la probabilité, bien, là, on vient d'identifier peut-être les 4-5 sur lesquels il faut vraiment porter notre attention. Parce que oui, c'est pas un gotcha. Ça peut être créé pour un gotcha, effectivement, pour fermer les portes. Mais tant, effectivement, que vous répondez, puis si c'est pas en place, vous avez un échéancier, gardez-vous à cet échéancier et c'est définitif et travaillez-y. Mais tant qu'il y a un plan en place, c'est carrément ce que le ministère veut savoir, puis après ça, vous allez revoir ça. Mais c'est un certain retracement. Faites pas d'erreur, puis ignorez-le pas. Faites-le vraiment. Donc, comme j'ai fait pour le tour de table, à ce moment-ci, j'irai avec, selon votre volontarisme, votre disposition là, des gens, peut-être lever la main. C'est facile pour moi à ce moment-là parce que surtout que vous levez la main, vous devenez je vous vois dans mes premiers. Donc, ça serait le temps de faire un certain partage, de voir qu'est-ce qui vous préoccupe, puis de voir comment vous pensez pouvoir apporter des solutions. Je vous écoute. Pour nous autres, à Sudbury, c'est remplacer le personnel qui est clé. Ça, c'est un gros risque. Comme la personne qui s'occupe de la base de données. Fait que pour remédier à ça, c'est qu'on a commencé à entraîner d'autres personnels pour pouvoir remplacer. Fait que la tâche se fait à deux. Parfait. Fait que là, toi, si j'ai compris, c'est des duos sur certaines tâches. C'est ça, c'est ça. Fait que s'il y a une personne qui quitte, tu as une autre personne qui est capable d'assurer la continuité. Oui. Wow! Ingénieux comme système. D'autres témoignages ou d'autres partages de qu'est-ce qui vous préoccupe? Là, je peux arrêter de partager. Hein, vous avez pris nos notes parce que là, j'aime mieux voir vos visages que de voir un tableau. Le temps qu'on se parle, puis je reviendrai à ma présentation plus tard. Je vais y aller. Ah, OK. Bon, vas-y, Linda. J'allais me lancer. À ce stade-ci, là, j'ai rien qui me préoccupe parce que je suis pas dedans du tout. Mais ça me remet les pendules à l'heure un peu comme Renaud pour dire, wow, faut que j'y travaille, là, que je me remette dedans. Quand je vais avoir fini mon réaménagement, là, parce que on a déménagé durant la semaine de relâche et la fin d'année fiscale, c'était vraiment pas bon. Mais ça va être une prochaine étape mise à mon agenda. C'est là. Moi, j'aime ça, une paix d'esprit comme ça, on va dire. Tout fonctionne assez bien chez nous, là. Je sais que je ne peux pas penser à tout, mais ça fonctionne bien. C'est bon? C'est pas ça vraiment. C'est vraiment le fait là, qu'il faut choisir étape par étape puis dormir la nuit. Non, c'est ça, Nanda, c'est de l'épuisement. C'est juste une autre chose que tu vas avoir sur ta pilule, c'est tout. Oui, puis le ministère, si je ne suis pas prête, ben, il attendra. Il arrive à attendre. J'aime ça. On fera attendre le ministère. OK, excusez. Bon, Joanne, je redeviens sérieux. Joanne. Moi, ça ne rentre pas dans mes tâches, mais je sais que Linda a déjà fait son plan de risque, puis elle a déjà sélectionné une personne si elle devait partir. Mais pour l'instant, on n'est pas dans le rouge. Ben, je pense pas. Elle m'a dit qu'elle ne prendrait pas sa retraite bientôt. Puis mes collègues non plus. Fait que je pense qu'à moins qu'il arriverait un accident, on devrait rester comme ça. Excellent. Merci, Joanne. Linda. Ensuite, Gabrielle. Linda. OK, c'est ça. Non, c'est pas dans mes plans tout de suite. Oui, je vise quelqu'un. La personne, elle est au courant. Je pense qu'elle prendrait le poste. C'est quelqu'un qui est dans mon conseil d'administration, qui connaît un peu le système parce qu'elle a déjà travaillé dans la base de données. Elle travaillait pour un service d'emploi.
Et puis, si jamais il m'arriverait un accident, la personne arrive dans mon bureau, elle regarde toutes mes cartables et puis les politiques sont toutes là. Puis j'ai la politique de la relève de la directrice. Alors, je crois qu'elle pourrait se débrouiller. Excellent. Gabrielle. Oui, ben chez nous, ça va quand même assez bien parce qu'avec Suzanne Benoît, avec Michel qui sont passés par là, puis avec l'appui des conseils d'administration qu'on a eu, on est assez bien structuré, bien solide. Le défi chez nous, ça demeure toujours le financement, bien sûr, bien qu'on a de l'air bien nanti, puis on se débrouille bien quand même. Mais si on offre tous les services qu'on offre, c'est parce qu'on s'étire aussi pour aller chercher du financement additionnel. Puis, il est dépendant des projets. Puis, les projets ont une durée de vie là, limitée. Fait que c'est toujours l'enjeu, là. Tu sais, j'offre tous les services que j'offre. C'est merveilleux, mais ça dépend des projets que j'ai sur la table. Puis, si j'arrive pas à en avoir de nouveaux, ben, ça veut dire que j'ai des ressources qu'il faut que je laisse aller. Il y a des projets qu'il faut que je laisse aller. Il y a des services qu'il faut que je diminue. Puis ça, c'est fatigant à la longue de travailler comme ça parce que tu es toujours en mode d'essayer de fournir, comme là, j'ai fait des demandes de subventions, mais je sais pas, il y en a déjà 2 qui ont été refusées. Alors, c'est à voir les autres, mais je trouve que c'est le propre aussi de nos organismes, là. On n'a pas le choix que de s'étirer, puis on a du financement annuel. Et c'est ça. Je sais pas comment. Puis ça épuise les gens. En tout cas, moi, ça m'épuise. Puis ça épuise du monde chez nous qui travaille avec moi de près là-dessus. On s'en sort pas. Le temps supplémentaire, nous, on en a. Puis c'est sûr que les gens récupèrent en temps, mais c'est du sport. Fait que, puis je trouve que plus on avance, plus le rythme est rapide, plus les demandes arrivent. Souvent, c'est imprévu. Alors, c'est un défi. C'est un défi tout le temps. Comment remédier à ça, je ne sais pas. C'est mon seul j'ai deux choix. Ben, puis je pense qu'il faut que je les continue de front. C'est de continuer à faire des demandes un peu partout pour assurer qu'il y a toujours du financement qui rentre. Puis c'est de continuer à travailler avec le comité de finances pour voir à renouveler le financement, qu'on ait du financement tous qui est adéquat par rapport aux attentes du ministère. Mais c'est ça. Merci, Gabrielle. D'autres témoignages? Jacqueline. Oui. Ben, au Centre Fora, je dirais que le plus gros défi, c'est qu'on est une très, très, très petite équipe. On a une direction générale, on a une responsable des commandes, des adjointes administratives, puis à part de ça, tout le restant, il faut le dire vite, là, c'est 2-3 personnes, c'est des contractuels qui font des projets à la pige, comme ça. On a été mis dans cette situation-là à cause d'un employé qui était très malade et que pendant un certain temps, il a fallu quand même garder son poste ouvert au cas où, parce qu'elle avait beaucoup de seniorité ou tout ça. On est en train de finaliser ce dossier-là. Ça va probablement me permettre d'embaucher une nouvelle personne à temps plein, je l'espère. Mais en termes comme si demain matin je gagnais la loto ou que quelqu'un d'autre tombait malade, parce qu'on l'a vu là, avec notre employée, du jour au lendemain, elle a disparu du décor, puis ça fait presque 3 ans qu'elle est sévèrement malade puis qu'elle ne revient pas. On ne peut pas voir venir ces coups-là, puis quand on est une petite boîte, c'est vraiment, vraiment pas évident à gérer. Ouais, c'est probablement ma préoccupation principale. Puis on se comprend là ici, même si on envisage ou on n'envisage pas la retraite, ce qui n'est pas mon cas en ce moment,
ce que j'ai appris cet été, c'est que quand on a des parents vieillissants, des fois, on est dans des situations où il faut aller prendre soin d'eux. Donc, on peut avoir à prendre des congés à cause de situations comme ça. Ça peut être des parents, ça peut être des conjoints, ça peut être... Il y a tellement de choses qui peuvent avoir un impact sur la vie des individus qui travaillent dans notre boîte. C'est pas évident hein, quand on est une petite boîte parce que comme tout est centralisé, tout ça, puis c'est bien beau. Puis en ce moment, notre bouée de sauvetage, c'est essentiellement que Yolande Clément, qui est l'ancienne directrice générale du Centre Fora, est encore dans le portrait, elle fait de la pige un peu pour nous autres, puis si je devais disparaître, elle pourrait rentrer puis prendre ma place, puis c'est à peu près ça. Mais Yolande, elle a 70 ans et plus, là, puis je peux pas compter sur elle ad vitam aeternam non plus. Donc, ouais, c'est un petit peu ça où en est ma réflexion dans tout ça. Merci, Jacqueline. Marie-France. Oui, je m'excuse, j'arrive, c'est parce que j'essaie de... Je vais ouvrir ma caméra quand je parle parce que j'ai un problème de débit Internet, alors je m'en excuse. Alors moi, ce que je voulais partager à cet effet, c'est, je suis Marie-France du centre Moi j'apprends. Donc, on a eu un peu à vivre le départ de Louise Lalonde, que je pense que la plupart connaissent ici. L'avantage qu'on a eu, enfin pas l'avantage, mais ce que Louise a fait avant son départ, c'est qu'elle avait déjà travaillé sur un manuel qu'il fera en sorte que lors de son départ, la prochaine personne qui devait la remplacer se retrouvait avec un manuel qui lui permettrait d'avoir un peu toute l'information sur le b.a.-ba du centre, du fonctionnement, que ce soit au niveau du ministère, au niveau des employés et autres. Alors, ça a beaucoup aidé. Ce qui a aidé aussi, entre autres, c'est le fait que juste avant, quand lui se préparait à son départ, elle a eu une direction adjointe. Et la direction adjointe a permis ça a permis à la direction adjointe de travailler en collaboration avec Louise pendant une certaine période. Et après, la direction adjointe, quand elle a eu à prendre le poste de directrice générale au départ de Louise, elle était assez outillée, non seulement par le manuel que Louise avait préparé à l'avance, mais aussi dû au fait qu'elle avait été déjà dans l'entreprise. Alors, ce qu'on a ajouté de nouveau tout à l'heure, Pierre en parlait, c'est qu'on a commencé à travailler, à mettre en ligne, donc créer un réseau à l'intérieur de notre structure de tous les documents qui peuvent être utiles et qui sont partagés entre les différents sites. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, moi, Marie-France, je travaille à Ottawa, mais s'il faudrait que j'aille remplacer une collègue à Cornwall, à Hawkesbury ou à Rockland, je ne serais pas perdue. Parce que le tout est vraiment conforme et on suit tous le même modèle. Il y a des variantes parce que d'un endroit à un autre, les besoins ne sont pas forcément les mêmes, mais il n'en demeure pas moins que la base est vraiment, c'est la même chose. Alors, et puis on fait des réunions assez régulières avec les différents membres, que ce soit les membres de l'admin ou bien les formateurs, pour que tout le monde soit au même diapason, de telle sorte que quand on embauche une nouvelle personne, les autres peuvent former la nouvelle personne parce qu'ils ont accès à ces outils et connaissent comment ça marche. Mais je pense que la chose au niveau de la direction qui a beaucoup aidé, c'est le manuel que Louise avait préparé pour faire en sorte que n'importe qui prendrait le poste soit assez outillé avec toutes les informations, mais toutes les informations pertinentes. Excellent. Merci Marie-France. C'est bon. Exemple. D'autres personnes qui veulent partager, il nous resterait à peu près un petit 5 minutes avant que je nous amène à la conclusion.
Excellent. J'ai compté au moins jusqu'à 15. Je compte jusqu'à 5 habituellement. Là, je suis allé jusqu'à 15. Je ne veux pas vous tirer les verres du nez. Mais je vais poursuivre ma présentation PowerPoint et à ce moment-ci, donc, partager. Donc, ici, on arrive à ce qu'on appelle les pièges à éviter. Donc, croire que le passé prédit assure le futur. Donc, autant que si les choses se sont toujours bien passées, on pense que le futur va se passer de la même façon. Donc, non, je fais des noms. Il faut juste s'assurer, quand même être assez, faut être diligent. Penser qu'il fera toujours beau et chaud, c'est la même chose. Aussi, l'inverse, penser qu'il va toujours pleuvoir. Et je vous dirais en même temps, c'est toujours d'avoir une bonne balance. Comme je vous l'ai dit, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut être bien balancé dans le sens où on ne peut pas être une passoire dans le sens que tout passe, mais en même temps, on ne veut pas devenir non plus trop restrictif pour ne pas étouffer le fonctionnement de l'organisme. Pensez que tout est important, donc rien ne l'est. Hein? C'est toujours la même affaire. Hein? Toujours on dit des fois que trop, c'est trop, puis que moins, c'est mieux que trop. Donc, encore une fois, c'est juste une question de faire de brainstorming, d'être capable d'y aller selon la grille qu'on vous a proposée et essayer de se dire à partir de là, ben voilà, les choses quand même que nous contrôlons assez bien. Il peut toujours y arriver des imprévus, mais voici probablement les 4-5 points sur lesquels il faudrait porter une attention. Compliquer l'approche de gestion. Donc, ça, c'est la question de faire attention quand même, de ne pas devenir trop contrôlant, ni non plus trop restrictif, ce qui veut dire que l'organisme aura de la difficulté à fonctionner ou à respirer. Et aussi, soit en faire un document tablette, donc avoir l'impression que, bon, on y a pensé, tout est là, et après ça, on le met sur une tablette, ça devient un ramasse-poussière, puis on le reprend seulement 5-6 ans plus tard, quand il vient le temps de le mettre à jour, de par nos obligations ministérielles. Donc, je vous dirais, c'est bon, effectivement, bon, nous autres, on vous suggère d'y retourner 2 fois par année, juste pour s'assurer que tout fonctionne bien. Les signes que votre stratégie de gestion de risque fonctionne bien, vous allez avoir moins de distractions et vous seriez plus axé vers l'atteinte de vos objectifs. Donc, on passe moins de temps à être préoccupé, on a une tête qui est claire et en ce moment-là, on reste vraiment, le focus reste sur les objectifs. On obtient habituellement une crédibilité améliorée auprès des parties prenantes, bailleurs de fonds partenaires, parce que les gens nous voient comme étant quelqu'un qui est vraiment diligent et de crédible. Diminution des mauvaises surprises, d'incidents, de situations de précarité. Donc, on est moins rétroactif, on est beaucoup plus proactif parce qu'on était capable de prévoir des situations. Et en principe, vous aurez à avoir des meilleures nuits de sommeil, parce qu'on est tranquille. On sait qu'on ne peut pas tout prévoir, mais tout de même, on se sent sécure. Je vous demanderai d'aller cliquer, s'il vous plaît, sur le Slido, juste pour nous donner une impression sur une échelle de 1 à 6. Ça, vous prenez votre caméra de téléphone, vous vous approchez du signe, ça va vous amener vers un lien, vous pourrez répondre, ou vous utilisez slido.com et vous allez au sondage 3307-162 et je vous demanderai de tout simplement nous dire est-ce que cet atelier, qui était quand même assez rapide, est-ce que ça vous a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce que c'est que la gestion de risque et son importance? 1, c'est dans le négatif. 6, on est dans le très positif. Puis après ça, ben, je dirais, vous savez, 1, 2, 3, on serait plus dans le négatif, tandis que 4, 5, 6, on serait dans le positif. Est-ce que pas mal tout le monde a eu la chance d'y aller, d'y répondre? Parfait. Excellent. Objectivation, ben, prochaine étape, on n'aura pas le temps parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes. J'aimerais avoir, en 30 secondes, on va faire un tour de table. Un mot pour résumer cette séance, ce qui vous a été le plus utile, puis est-ce que ça vous amène à être curieux pour explorer d'autres choses? Donc, 30 secondes, chaque personne maximum.
Si vous voulez, ah ben tiens, les mains se lèvent. Excellent. Marie-France. Alors, je voudrais dire que, comme je disais au départ, que j'allais être une observatrice et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de revoir les choses un peu en perspective et de voir ce que, pour le moment, on essaye de bien faire et ce qu'il va falloir faire en plus. Alors, j'ai hâte de recevoir le gabarit et puis pour pouvoir le partager et en discuter avec ma directrice. Puis, merci et je vais devoir vous quitter parce que j'ai un autre Zoom qui commence tout de suite. Alors, désolé et puis merci, mais c'était vraiment intéressant et j'ai vraiment hâte de partager. Parfait. Merci Marie-France. Super. Au revoir Marie-France. Merci beaucoup, Gab. Linda, vas-y. 30 secondes. Oh, t'as pas de son, Linda. Linda, t'as fermé ton micro. On t'entend pas. Bon, excusez-moi. Oui. Moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de montrer à mes deux formatrices à temps plein la dernière évaluation des risques que j'ai complétée, qu'ils soient au courant des choses. C'est pas penser que c'est facile, des fois, une vie de directrice. Ce n'est pas toujours facile. Parfait. Excellent. Merci. Serge. J'ai trouvé ça excellent. J'ai hâte de voir votre gabarit et utiliser ça comme outil. Merci, Serge. D'autres commentaires? Ah, Doua. Oui. Donc, pour moi, c'est objectif atteint. J'arrive vraiment à mettre la gestion des risques dans le contexte professionnel et puis dans le contexte des organismes à but non lucratif. Et puis, je sais davantage qu'on est bien outillé pour ça à la COFA. Donc, j'apprécie. Merci, Doua. Ouais. Jacqueline. Très bonne présentation. J'ai du travail à faire. Ça va me faire un beau projet pendant l'été. J'aime ça. Un projet estival. Yeah. Merci. D'autres personnes qui veulent s'exprimer? Oui, Linda. Oui, ben, comme j'ai dit un peu tantôt, ben, je vais réviser mes documents de gestion de risque pour les mettre à jour parce que, comme on a dit au début, ça fait quelques années que durant la pandémie, on a un petit peu mis ça en oubli. Mm-hmm. Donc, je vais faire une bonne révision de gestion de risque. Parfait. Merci. Ah, une main, Francisca. Oui, juste merci, c'était une bonne présentation et ça m'a permis de voir que oui, le rôle de gestionnaire n'est pas un rôle facile. Merci. Vous êtes libre, il reste 1 minute. Ben, en tout cas, moi, j'en profite pour dire merci à tout le monde parce que vraiment, on n'était pas nombreux, mais je suis contente que ceux qui étaient là étaient là parce que je sens que on a visé juste, puis ça va vous servir, puis c'est ça le but. C'est pour ça que la COFA est là, pour vous soutenir dans ce que vous avez à faire. Et puis cette année, on va tenter de se rapprocher des centres aussi pour voir comment on peut mieux vous appuyer encore dans divers de ces secteurs d'activité-là, là, de vos centres. Alors, restez à l'affût. Et puis, je suis contente qu'il y ait des membres de l'équipe qui étaient là aussi pour se familiariser avec la gestion des risques, puis qu'est-ce que ça comporte de gérer un organisme. Qui sait, il y a peut-être de la relève qui est là aussi pour nous. Alors, voilà. C'est là. Ben, merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, tout le monde.